Nous reprenons pour une dernière session. Après quoi, vous aurez l'occasion, puisque vous ne l'avez pas encore eu ce matin, de poser des questions et d'avoir un moment de débat et d'échange avec tous les contributeurs de cette matinée, à l'exception de Alain Kerlan, que nous excusons d'entrée de jeu, puisqu'il doit quitter Lyon pour une conférence qu'il donnera cet après-midi à Nantes. Donc il ne participera pas au débat de la fin de la matinée. Alors, dernier panel, mais ce n'est pas le moindre. Une question, ou c'est pas une question d'ailleurs, un titre au-delà de l'école. Cet au-delà peut être entendu de plusieurs manières. Il peut être entendu de manière temporelle, donc dans le champ de l'âge. Que se passe-t-il dans le champ des projets artistiques et culturels au-delà de l'école, après l'école? Ça peut être aussi entendu en termes d'espace et de lieu. Donc, quand ce n'est pas dans le territoire de l'école, où est-ce? Dans l'espace de la cité ou dans des espaces alternatifs comme l'hôpital, pourquoi pas, la prison, puisqu'elle va être évoquée de façon particulière aujourd'hui. Et puis, c'est aussi un au-delà qui est un au-delà qui peut être pris de manière alors tout à fait générale, parce qu'en effet, il me semble, et je l'ai déjà dit hier, que les questions que nous nous posons aujourd'hui, en particulier à propos des enfants et des jeunes, concernent en réalité l'ensemble du tissu social, sans exception aucune. Voilà, alors je vais présenter les membres de notre panel de cette fin de matinée. Honneur aux dames, même si vous prendrez la parole la première, mais je vais quand même vous présenter la première. Vous êtes Myriam Zomershan et vous dirigez ou vous coordonnez aujourd'hui le programme Un pont entre deux mondes du Théâtre de la Monnaie, qui a d'ailleurs, il faut le rappeler, été initié par Bernard Faucroul à l'époque où il était le directeur. Vous êtes diplômé en sciences sociales du travail, en politique internationale et en coopération au développement, et vous êtes au-delà de la coordination que vous assurez pour un pont entre deux mondes. Vous êtes aussi conseillère morale bénévole à la Fondation pour l'assistance morale aux détenus, d'où votre préoccupation particulière à l'endroit de ce qui peut se faire dans l'univers de la prison. Jérôme Deschamps, pour prendre mon voisin immédiat, je ne suis pas sûre qu'il faille vous présenter, mais je vais le faire quand même, par pure correction. Vous êtes le directeur de l'Opéra Comique à Paris. Vous avez débuté au théâtre comme comédien avec Patrice Chéreau, dont je goûte de rappeler la mémoire, et Antoine Vitesse. Vous avez intégré la Comédie Française, vous avez fondé avec Macha Makayev une troupe dont nous avons tous le souvenir, et vous dirigez l'Opéra Comique depuis 2005. Jean-Claude, j'hésite toujours, donc je vais Jean-Louis, Guillaumont. Vous êtes le maire de Marciac, vous êtes l'initiateur de ce festival Jazz in Marciac, président, fondateur et directeur artistique d'ailleurs de ce festival. Vous l'avez créé en 1978, donc quand on parle de pérennité, voilà un exemple magnifique. Et vous incarnez, me semble-t-il, une chose bien utile ici, parce que ça n'a pas encore été tellement évoqué, sinon pour réclamer que l'art et la culture y pénètrent davantage. Vous incarnez justement un territoire de la ruralité. Vous êtes dans l'espace de la campagne, et il y a là aussi probablement des enjeux tout à fait particuliers en termes d'art et de culture. Voilà, alors je vais vous prendre à partie, Myriam, tout de suite, puisque, en effet, quand on dit au-delà de l'école, dans votre cas, et c'est de cela que vous allez nous parler, on parle de la prison. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité et bonjour à tous. Alors c'est vraiment une opportunité pour nous de pouvoir présenter le travail du Théâtre Royal La Monnaie en prison. Mais auparavant, je voudrais d'abord vous donner quelques mots d'explication sur le programme social Un pont entre deux mondes, qui effectivement a été fondé en 1999 par Bernard Faucroul et Marie-France Bode. Et l'objectif était vraiment de rendre le monde de la musique, du chant et de l'opéra accessible à un public adulte, fragilisé économiquement, socialement et médicalement, dans un contexte de grande pauvreté.
Et aujourd'hui, donc toujours presque 15 ans après, on travaille toujours avec les collectifs d'alphabétisation, les centres de jour en psychiatrie, les centres de jour pour personnes sans abri, les restaurants sociaux, les personnes âgées dans les homes subsidiés par le secteur social et les détenus. Et c'est vraiment des personnes qui sont très éloignées du monde de l'opéra et de la musique classique. Alors, on a 3 types d'activités. La première, c'est l'organisation de 15 ateliers de chant choral dans les maisons de repos, dans les prisons. On en a 4 en prison, dans les maisons de quartier et également à la Monnaie. Le deuxième secteur, c'est la distribution de 5000 places de spectacle mis à disposition pour les associations du secteur psychomédico-social qui sont actives dans la grande pauvreté. Et finalement, on organise par an plus ou moins 15 récitals ou concerts de musique de chambre en prison et en maison de repos, donc avec des formations de l'orchestre du Théâtre Royal La Monnaie. Et pourquoi la prison et les maisons de repos? Tout simplement parce que, pour des raisons évidentes, les participants éprouvent plus de difficultés à se déplacer. Alors le grand principe est la gratuité pour les participants et par contre on a un budget annuel de 200 000 €, nos salaires compris, et c'est un financement à plus de 80% de mécènes publics et privés, dont l'entreprise Total. Et en fait notre force est de ne pas empiéter sur le budget artistique du Théâtre Royal de la Monnaie, mais c'est évidemment aussi une très grande responsabilité puisque chaque année on doit trouver cette somme. Et c'est d'autant plus difficile avec la crise économique. Alors, les activités menées par le théâtre en milieu carcéral ont en fait débuté en 2006. Alors, permettez-moi tout d'abord de vous donner quelques spécificités du milieu carcéral belge, qui, je pense, est assez similaire des problèmes que vous connaissez ici en France. Alors, en Belgique, on a 36 prisons, 12 000 détenus pour 9 000 places. Alors le portrait d'un détenu type, c'est en fait un jeune homme de moins de 25 ans, qui est souvent un étranger, qui n'a aucun titre scolaire, qui éprouve des difficultés à lire et à écrire, qui n'a pas d'emploi, qui souffre d'exclusion sociale et qui a commis un vol avec violence, auquel s'ajoute généralement une infraction liée à la drogue. Alors en prison, le détenu vit à 2 ou à 3 dans une cellule de 9 mètres carrés, qui est généralement vétuste, sale, mal aérée. La toilette, parfois malheureusement le seau hygiénique, est placée sans rideau auparavant dans le même espace. Le non-fumeur vit avec le fumeur. Quand les détenus sont à 3 dans la prison, le matelas est posé par terre et on ne peut plus marcher dans la cellule. Le détenu a rarement du travail, pas ou peu d'accès à une formation et pas de loisirs, tout simplement parce que l'offre est totalement engorgée. Alors seule une sortie au préau lui permet de sortir de sa cellule, mais pas pour tout le monde, parce que s'il est frappé d'ostracisme, comme le sont beaucoup de détenus, en fait il ne sort pas de sa cellule tout simplement parce que le préau n'est pas surveillé et il risque gros. Alors ces conditions de vie, évidemment, ne lui offrent aucun espace pour donner un sens à la détention ou sortir de prison, puisque en Europe, on sort de prison à un moment donné. Il n'y a pas de peine de mort, heureusement. Mais donc, on ne sort pas de prison en étant devenu une meilleure personne. C'est souvent l'inverse qui se produit, et ça à partir des peines qui durent généralement plus de 3 ans. Alors, en 2013, l'Observatoire international des prisons a dénoncé une surpopulation galopante, des conditions de détention déplorables, le non-respect des normes d'hygiène et de santé élémentaires, la violence carcérale, les suicides, les conditions de détention dramatiques des internés psychiatriques qui ne sont pas soignés, la déshumanisation des prisons au profit de la norme ultra-sécuritaire. Myriam, est-ce qu'on irait tout de suite au projet que... Parfait. Hein? Je vous explique. Alors, on travaille en fait dans 4 prisons. Alors la première, c'est une prison pour jeunes à Braine-le-Château. Donc c'est un centre fermé pour jeunes où ils ont entre 12 et 22 ans et il y a 40 places. La deuxième prison, c'est une prison à Louvain pour les longues peines. Donc la plupart sont pour 20-30 ans et il y a 300 détenus. Et vous verrez, voilà, ce sont eux qu'on voit sur les photos ici. Alors la troisième, c'est la prison de Berkendal, qui est une prison pour femmes, qui est une maison d'arrêt et de peine, et il y a 120 détenus. Et la quatrième prison, c'est l'annexe psychiatrique de la prison de Forêt, où il y a 700 détenus. Et nous, on travaille donc avec l'annexe, où il y a 120 détenus qui attendent en fait soit leur jugement, soit une place au sein d'une institution adaptée. Le temps d'attente peut parfois aller jusqu'à 2 ans. Et il faut savoir qu'il s'agit de personnes malades, mais qui ne reçoivent pas les soins adéquats.
Alors, dans chaque prison, donc, on a un chef de chœur qui vient chaque semaine donner un cours de chant de 2 heures. Le répertoire est très varié. Il y a du gospel, du lyrique, du pop, de la chanson française, de la chanson néerlandaise, de la world music. Il y a également des créations propres. Alors, les groupes, selon la prison, se composent en fait de 10 à 35 détenus, selon la capacité du local en fait, où se déroule l'activité. L'accompagnement est généralement au piano, si par exemple on a comme lieu la chapelle. Autrement, l'accompagnement est à la guitare, parce qu'évidemment le piano, il faut qu'il soit déjà là. Alors pour les participants, en fait, il n'y a pas d'audition, il n'y a aucune connaissance préalable qui est demandée, mais ils doivent s'inscrire et venir de manière régulière, et donc quand ils ne peuvent pas venir, envoyer un mot d'excuse. Alors le chef de chœur, lui, a une formation classique et la tâche qu'on lui demande, évidemment, c'est de travailler avec tous les participants et de les faire évoluer, de les faire progresser, quel que soit le niveau de départ. Alors comme dans toute chorale classique, il y a un échauffement corporel et vocal. Le groupe est évidemment divisé en pupitres. Et en fin de saison, si la direction de la prison le permet ou si l'espace le permet, il y a une représentation de la chorale à l'intérieur de la prison. Alors également, selon les prisons, soit on peut le faire pour les détenus et leurs familles, ce qui est évidemment formidable, soit c'est uniquement parce que le règlement ne permet pas autre chose, on le fait en fait pour les éducateurs ou alors pour le personnel de soins. Alors, pour que le chef de chœur puisse justement se consacrer sur sa mission artistique, comme vous l'avez très bien rappelé, Monsieur Faucroul, le chef de chœur n'est pas un travailleur social et donc il travaille toujours en duo. Il est assisté donc par un conseiller moral ou un éducateur qui prend en charge le suivi des détenus. Et effectivement, c'est très important que le chef de chœur n'intervienne pas dans le vécu des détenus. C'est pas ce qu'on lui demande. Nous, on lui demande vraiment de faire sa mission artistique. Et évidemment, on ne lui demande pas non plus un jugement sur les faits. Est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose de ce que vous observez en termes d'effets, positifs, négatifs, peu importe, d'effets de cette pratique vocale et de la fidélisation ou non, de la capacité dans laquelle sont ou non les détenus de s'inscrire dans le temps de cette pratique? Donc, ce qui est évidemment révolutionnaire, mais en général on en a parlé énormément pendant hier et encore aujourd'hui, c'est évidemment le potentiel de changement que libère une activité artistique et en particulier en prison, en fait, les personnes qui ont évidemment raté une marche, ont commis des faits, mais pendant toute la durée de leur parcours, on s'est toujours intéressé à leur déficience. Et donc les psychologues, les travailleurs sociaux, enfin, tout le monde, tous les intervenants qui rencontrent, travaillent toujours sur ce qui ne va pas sur leur déficience. Et avec le chef de chœur, c'est tout à fait autre chose, puisque là, on travaille en fait sur leur capacité, que le chef de chœur va essayer de magnifier, va essayer de révéler. Donc c'est tout à fait une autre manière de travailler pour eux. Ils se sentent reconnus en tant qu'êtres humains, ils se sentent respectés. Donc forcément, parfois c'est même la première fois qu'on leur fait un compliment sur quelque chose qu'ils font. Donc dans les relations qu'on a avec eux, alors que l'objectif de l'atelier, c'est évidemment se détendre, mais apprendre avec une grande rigueur et chaque texte est vraiment travaillé, décortiqué, analysé. On travaille dans plusieurs langues, puisque souvent le problème dans les prisons, c'est qu'il n'y a pas de langue commune et qu'il y a des gens qui viennent de tous les horizons, de tous les pays. Et donc, sur le choix du répertoire, c'est un mélange en fait entre un répertoire qui est amené par le chef de chœur, mais également un répertoire avec lequel les détenus viennent. Donc il y a par exemple des chants brésiliens, des chants africains, des chants arabes. Donc tout ça est amené, mis en commun, des chants néerlandais. Et donc il faut que tout le monde en fait chante. Donc on ne chante pas que la chanson qu'on aime et avec laquelle on est venu soi-même, mais on doit également faire l'effort de chanter les chants des autres. Et ça crée, donc effectivement, comme dans un chœur, on doit se reposer les uns sur les autres, on doit s'écouter, on doit travailler ensemble, et ça crée donc cette émulation qui est formidable, et qui fait que les détenus reviennent en fait semaine après semaine, malgré les difficultés,
tout en ayant toutes sortes de réserves, comme par exemple l'annexe psychiatrique, ce sont donc des personnes qui sont malades, qui sont vraiment en très grande souffrance. Un vendredi, l'activité a lieu le vendredi, ils viennent et ils sont par exemple en pleine forme et même un peu sur... Est-ce que je peux vous interrompre, parce que vous êtes 3, donc il va falloir être un petit peu strict. Je voudrais simplement vous poser une question. Comment réglez-vous la question qui est probablement la question la plus difficile à régler, qui est de savoir si les interventions artistiques dans l'espace de la prison, dont on imagine bien tout ce qu'elles peuvent amener, parce qu'il n'y a pas de raison que l'expérience esthétique soit moins puissante dans l'espace de la prison que dans n'importe quel lieu. Mais comment réglez-vous cette question que nous nous posons probablement comme citoyens, et qui serait de dire pourquoi la prison ne fait-elle pas ce qui serait une véritable révolution culturelle, à savoir commencer par proposer des conditions d'incarcération et de reconstruction dignes et respectueuses de chacun. Donc chanter en prison pour éveiller les prisonniers ou pour endormir la prison ? Alors c'est une question que vous posez peut-être pas à la coordinatrice d'un pont entre deux mondes, mais peut-être à la citoyenne que je suis. Simplement, si, aussi à la coordinatrice, parce qu'effectivement, ce programme, vous le poursuivez, donc vous y voyez un sens. Mais comment inscrivez-vous ce sens, effectivement, peut-être dans une réflexion davantage citoyenne ? Mais voilà, le problème, c'est que le sujet des prisons, mais je pense que c'est comme ça en France également, c'est pas du tout un sujet populaire. Il suffit de le lancer un soir dans un dîner, ça jette un froid et je viens de faire la même chose d'ailleurs. Voilà, c'est un sujet qui est difficile. Alors pour les électeurs, c'est la même chose. Donc c'est un sujet qui n'est pas du tout populaire et la seule chose qu'on demande, c'est toujours plus de sécurité. Donc par exemple, comme il y a eu quelques évasions spectaculaires, enfin 1 ou 2 évasions spectaculaires en Belgique, il y a eu beaucoup de débats sur le filet sécuritaire pour empêcher l'hélicoptère d'atterrir et ça coûte des millions d'euros, alors que voilà, la priorité serait peut-être d'investir effectivement dans plus de formation, plus de culture, plus comment dire, d'égalité des chances aussi pour les détenus, parce qu'il ne faut pas oublier que la peine, c'est l'enfermement, mais une fois que le détenu est en prison, il devrait en fait vivre la vie la plus normale comme nous la vivons à l'extérieur, c'est-à-dire travailler, se divertir, s'éduquer. Mais comme ce n'est pas un symposium sur la prison, on aura posé la question, on ne prétend pas y trouver de réponse, mais je pense que c'est absolument indispensable d'entendre bien la puissance de ce que, et l'intérêt et le sens qu'il y a sans doute à faire ce que font nombre d'organisations d'ailleurs dans le monde carcéral, mais d'inscrire tout de même cette observation dans une question beaucoup plus vaste et beaucoup plus fondamentale. Merci Myriam. Jean-Louis Guillaumont, nous passons à un autre espace. Ce panel brasse les au-delà. Et votre au-delà, vous, c'est à la fois, d'une part, effectivement, un territoire autre, et d'autre part, une entreprise culturelle et artistique qui embrasse toute une communauté, toute une cité, et qui donc va à la fois de l'école à bien au-delà de l'école. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? En effet, même si... Excusez-moi, parce que je n'ai pas été assez stricte, donc je vais être un poil plus strict avec vous. Donc vraiment, vous avez un petit 10 minutes. Bon, il me sera difficile, bien sûr, même si la thématique de cet atelier est au-delà de l'école, de ne pas évoquer l'école, puisque j'y ai passé une partie significative de ma vie et y ai pris un certain nombre d'initiatives. Rien ne prédestinait Marciac, en quelque sorte, à devenir le site d'initiatives culturelles de la nature de celle que nous portons aujourd'hui. En effet, dans un milieu, un espace rural extrêmement enclavé, rien, mais vraiment rien ne pouvait contribuer, je vais dire, à la mise en œuvre de nos initiatives. Je me souviens d'ailleurs de ce qu'avait dit l'un des journalistes étrangers, Mike Zwerin, rédacteur en chef de l'International Herald Tribune, qui avait dit de notre localité « A nice medieval town in the middle of nowhere ». Ceci campe le décor. Et donc nous avions effectivement tous les handicaps, ce qui me fait dire à tous les gens, à tous les porteurs de projets que je reçois aujourd'hui, qu'ils ne pourront jamais totaliser un nombre de handicaps plus important que ceux dont nous étions porteurs à l'origine. Ceci est un acte de foi, puisque nous devons tout au monde associatif, nous devons tout aux initiatives
Et en écoutant tout à l'heure donc certains intervenants et donc Monsieur Kerlan notamment, qui disait qu'il n'aimait pas que la culture soit descendante, que les institutions s'adressent au territoire en quelque sorte. Puis nous avons, par un acte que je qualifierais de résistance forte, nous avons décidé, j'allais dire, de prendre les choses en main parce que personne ne s'intéressait à nous et que notre territoire était un véritable désert culturel, antérieurement donc à nos initiatives. Partant d'un petit festival de jazz en milieu rural, nous avons développé un certain nombre d'initiatives, nous nous sommes mobilisés fortement, faisant de nos handicaps que j'évoquais tout à l'heure un certain nombre d'atouts, et puis nous avons évolué au fil du temps pour aujourd'hui être à la tête d'une manifestation qui rassemble 220 000 visiteurs pendant une période de 3 semaines l'été. Mais nous n'en sommes pas restés là, c'est-à-dire que nous avons très vite compris que cet outil était un magnifique outil de développement pour notre territoire. Nous avons compris que nous ne pouvions pas en rester là. Et j'ai toujours en mémoire le visage des administrateurs de Jazz in Marciac, le jour où je leur ai dit organiser un festival. Bon, c'est plus très amusant pour nous, hein, même si nous continuons à être très motivés. Que pensez-vous d'une déclinaison à l'année de nos initiatives? Et nous avons organisé une sorte d'exploitation séquentielle du festival dans une modeste salle des fêtes, à l'acoustique très approximative, au confort rudimentaire, avec un public fidèle, un public engagé à nos côtés. Nous avons bien sûr essayé tout au long du temps de prouver à l'ensemble de nos interlocuteurs, qui avaient grossi au fil du temps, leur prouver la pertinence de notre démarche, leur prouver qu'il était possible en milieu rural d'offrir une saison. Et nous nous sommes lancés dans un certain nombre de domaines pour mettre en forme une programmation pluridisciplinaire. Nous avons également, puisque nous étions un certain nombre d'enseignants, décidément ils sont inévitables, nous étions un certain nombre d'enseignants et nous avons décidé donc de mettre en forme une initiative dont Jack Lang, qui était votre hôte hier, aurait pu parler, puisque mettant à profit le moment où il était de façon fugace ministre de l'Éducation nationale et ministre de la Culture, et avait créé la notion d'espace culturel ruraux, eh bien nous nous sommes engouffrés dans cette possibilité qui nous était offerte pour créer dans un petit collège rural qui était menacé de fermeture parce que ses effectifs étaient très insuffisants, nos ateliers d'initiation à la musique de jazz dont nous avons fêté le 20e anniversaire l'année dernière et qui rayonnent aujourd'hui, qui ont non seulement sauvé ce collège, mais permis à nos élèves, j'allais dire, de développer leur créativité, de nous surprendre, de nous émerveiller, comme le disait un certain nombre d'entre vous tout à l'heure. Puis nous n'en sommes pas restés là, nous avons développé toute une série d'initiatives en direction de jeunes musiciens dans une démarche de pré-professionnalisation. Nous avons noué des relations avec l'ensemble des conservatoires de notre région, avec l'Université de Toulouse de Mirail, autant de choses qui faisaient sourire à l'origine, qu'on puisse venir se former à Marciac dans le cadre d'un parcours diplômant. Et puis, nous n'en sommes pas restés là, nous avons essayé de convaincre l'ensemble de nos interlocuteurs que nous méritions un lieu. Et c'est ainsi qu'est née la Strada. La Strada, ça signifie en occitan l'étoile de la destinée. Et nous avons donc convaincu nos interlocuteurs de construire dans un village de 1350 habitants une salle de 500 places, qui donne 50 levées de rideaux dans l'année, qui rayonne aujourd'hui sur l'ensemble d'un territoire, qui fait plaisir à voir, qui apporte enfin la culture à tous nos concitoyens à l'échelle de ce territoire. Et nous n'allons pas en rester là, mais je sais que le temps m'est compté, puisque nous allons, grâce à la Fondation Total, remonter, j'allais dire en termes de formation, vers l'école élémentaire, en dispensant aujourd'hui, en étendant nos ateliers d'initiation à la musique de jazz aux classes de CM1 et de CM2, notre objectif final, et nous avons longuement échangé avec Catherine Ferrand sur le sujet, puisque Total est également notre partenaire, nous ambitionnons de remonter jusqu'à l'école maternelle, puisque je sais qu'on y fait des merveilles quand il s'agit d'éveiller nos enfants à la culture et à la musique. Voilà donc ce que nous avons, pour faire bref, réalisé, mais parallèlement, ce qui est surtout intéressant, c'est que la culture et la mise en œuvre de ce projet a permis une forme de réappropriation de notre culture, de notre propre culture, même si la musique de jazz était une culture qui nous était parfaitement étrangère. Elle a généré un mouvement de fierté de notre territoire, et les Marciaquais et les gens qui nous entourent ont redécouvert que nous étions, j'allais dire, nous vivions dans une Bastille du XIIIe siècle. Nous avons entrepris une démarche qui nous a permis la réhabilitation de notre patrimoine. Nous sommes devenus grand site de Midi-Pyrénées, et tout ceci n'a été possible que parce que ces initiatives culturelles ont vu le jour, et que, bon, un certain nombre de personnes très enthousiastes ayant un goût immodéré pour cette musique avaient caressé ce projet un jour. Mais vous auriez dû être avocat.
Essayer de tenir dans le temps. Vous auriez dû être avocat. Vous venez de déployer un plaidoyer absolument formidable qui tient à la fois à la défense de l'expérience esthétique, du développement territorial, du champ politique, de l'école. Est-ce que vous nous diriez, parce que vous avez encore un tout petit peu de temps, est-ce que vous nous diriez un tout petit peu plus précisément comment vous avez conçu ce projet jazz au collège ? Bien, ce projet de jazz au collège, il est le fruit à la fois d'une conviction et d'une contrainte. D'une conviction forte, puisque nous pensions vraiment que nos jeunes gens avaient tout à gagner à cet apprentissage, et une contrainte extrêmement forte, puisque notre collège était menacé de fermeture. Nous avons donc créé ces ateliers d'initiation à la musique de jazz de toutes pièces, un cursus qui n'était pas une référence aux classes à horaires aménagées qui existaient, mais nous avons donc créé un concept très particulier, un cursus donc, qui permet toujours à nos jeunes gens, donc, à hauteur de 5 heures par semaine, de s'initier donc à la musique de jazz, de s'initier aux techniques d'improvisation. Ceci leur a apporté énormément de choses. Nous n'avions pas pour objectif de former des musiciens professionnels, même si aujourd'hui un certain nombre de musiciens issus donc de nos rangs occupent aujourd'hui de façon très satisfaisante la scène du jazz. Je veux parler d'Émile Parisien, de Leila Martial, de beaucoup de ces jeunes gens, j'allais dire, qui ont fait un parcours extrêmement représentatif. Et donc, nous avons surtout apporté à ces jeunes gens, et nous le mesurons à chaque instant, une créativité. Nous leur avons permis de s'exprimer. Également, on n'a pas parlé de la prise de risque. Hein, parce qu'ils ne sont pas confinés que dans le territoire de l'école. Nous sommes dans un panel au-delà de l'école. Donc, ils ont une présence effective au sein du festival. Bien sûr, ils s'expriment en tout lieu. Ils sont aujourd'hui les figures emblématiques, j'allais dire, de l'action que nous menons au niveau de notre territoire. Et ce que nous observons, c'est que ces jeunes gens, j'allais dire, même s'ils ne mènent pas tous une carrière de musiciens, gardent de cet épisode qu'ils ont vécu dans le cadre de notre collège, j'allais dire, des éléments extrêmement importants. Nous les avons, je crois, aidés à construire leur personnalité. Un journaliste qui était à l'origine un jeune pigiste de Libération et qui est devenu dans l'intervalle rédacteur en chef adjoint du Monde, nous a réservé à l'occasion des 20 ans des ateliers d'initiation à la musique de jazz une très belle surprise. Il m'a téléphoné un jour en me disant « J'ai retrouvé les 21 élèves qui constituaient donc la première promotion de ces ateliers d'initiation à la musique de jazz dans le monde. » Et chacun d'entre eux était porteur de quelque chose et faisait référence à cette expérience unique qu'il avait construite. En fait, ce dont vous parlez, et c'est probablement intéressant par rapport à cette table ronde, c'est presque de quelque chose qui a à voir avec la porosité. C'est-à-dire que vous avez fait éclater et les murs de l'école, et le mur de votre festival, et les murs de votre ville, et les murs de votre territoire. Et vous avez démontré de cette manière qu'en effet, c'est par capillarité, c'est par partenariat accumulé, c'est par collaboration multiple que l'on peut arriver à construire dans la durée un projet comme celui dont vous nous parlez et dont nous entendons bien qu'il n'est pas du tout arrivé à son stade ultime, puisque vous semblez avoir au moins 2 ou 3 idées qui... Mais l'énorme avantage de ce projet, c'est que c'est un écheveau que nous ne cessons de dévider. C'est-à-dire qu'il génère à chaque fois des idées nouvelles, des partenariats, beaucoup de choses d'ailleurs qui nous viennent de l'extérieur. Nous avons une quantité de correspondants dans le monde, je vais dire, qui nous alimentent de quelques idées. Nous avons la chance, je ne l'ai pas précisé, mais d'avoir placé ces initiatives sous l'égide d'un musicien très emblématique qui s'appelle Wynton Marsalis, qui est le patron du Lincoln Center, du Jazz Lincoln Center, qui est quelqu'un d'extraordinaire. On le connaît comme un grand musicien, un grand compositeur. C'est également un très très grand pédagogue. Merci beaucoup. Je vais vous donner la parole, Jérôme Deschamps. Alors, on est dans un au-delà de l'école encore différent. Quand il s'agit de l'opéra comique, vous avez déployé dans l'opéra comique toute une série de programmes, d'activités, de dispositifs à l'adresse de publics dont vous pensiez qu'ils n'avaient pas nécessairement un élan, une gourmandise, une curiosité naturelle. En même temps, cette gourmandise semble avérée puisque nous l'avons vu dans le film qui a été montré hier. Il y a manifestement un grand enthousiasme à participer à l'ensemble de ces opérations. Est-ce que vous nous diriez un mot de l'esprit dans lequel vous avez voulu penser toutes ces choses et comment vous les regardez aujourd'hui? Écoutez, je me suis trouvé dans une situation un peu particulière parce que l'opéra comique n'était plus la grande maison d'opéra qui devait être quand je suis arrivé. Donc il fallait que
j'organise les retrouvailles, dans un premier temps, entre l'opéra comique et lui-même, et son histoire, son passé merveilleux. C'est presque 300 ans de création, puisque je crois que c'est l'opéra en France où on a créé le plus de choses. Et puis, il y avait ce théâtre absolument magnifique, un peu caché, un peu en retrait, et qui est un instrument somptueux pour la musique baroque, pour son intimité, pour sa beauté. Et donc, la première des choses que j'avais à remettre en place, c'était l'excellence, avec des artistes confirmés, des artistes plus jeunes, et la beauté et le charme particulier de cet endroit si touchant. Et donc réunir d'abord faire se lever d'abord les forces artistiques, et c'était la première chose. J'ai très vite été suivi, parce que je sais pas, comme s'il y avait des fantômes ou un écho, et les musiciens aimaient cette salle, les chanteurs aussi, et donc ils sont très vite revenus. Ça, c'était la première chose. Après, il fallait rencontrer le public. C'était pas si simple, parce que c'est un répertoire, cet opéra français, qui est un peu particulier, qui est un peu, quelquefois, un peu oublié, quelquefois plus aimé à l'étranger qu'en France. Et donc, j'avais pour mission aussi de le remettre dans la lumière. Et il fallait là rencontrer le public. Je me suis aperçu tout de suite que le pari était difficile. Et pourquoi? Parce que on est dans le 2e arrondissement, à Paris, près des Galeries Lafayette et autres banques et autres sociétés bien nombreuses. Et en réalité, ce quartier se vide de sa population le soir aux 2/3 et à quelques centaines de mètres, même pas, de l'opéra comique. On peut rencontrer des gens totalement déshérités, intimidés par ce bâtiment qui ne leur appartient pas, auquel ils pensent ne rien comprendre. Il leur appartient, mais ils ne le savent pas. Oui, il fallait leur redire. C'était exactement ce qu'il fallait qu'on fasse, et leur ouvrir la porte, comme on l'a dit hier, pour qu'ils puissent nous retrouver. Alors, j'ai conçu une programmation un peu en étoile, si je puis dire, avec de grandes créations, de grandes œuvres. Mais surtout, j'ai voulu que ça soit accompagné de plein d'autres manifestations, qui soient autant de passerelles pour toucher des gens très divers, des gens très savants, en faisant des colloques très sophistiqués avec des invités du monde entier, mais aussi des choses pour les enfants, avec des concerts expliqués, accompagnés. J'ai voulu que tout ça se fasse dans le charme et dans la séduction aussi. Et tous les documents, nos programmes, nos affiches vont dans ce sens. Donc, il y avait cette question de ouvrir les portes. Cette programmation comme ça, avec des choses très très accessibles, et aussi des prix de place très abordables, dans la tradition de l'opéra comique, qui est né dans la rue, dans les foires, qui est né un peu contre, qui a toujours été près de la société, qui était un peu contre l'Académie royale de musique, l'Opéra de Paris d'aujourd'hui, et la Comédie Française, avec presque rien, très souvent, qui a eu une vie très difficile, très chaotique. Et donc c'était important de rester près des gens, avec un prix de place abordable à Paris, et une bataille à livrer contre le ministère du Budget, qui évidemment nous poussait, avec beaucoup de pression d'ailleurs, à mettre très haut le prix des places. Alors j'ai accepté d'augmenter un petit peu, un tout petit peu, les plus chers, à une condition, c'est de baisser toutes celles qui étaient en bas de l'échelle, pour que ce soit encore plus accessible. Et puis, on a multiplié les moyens avec le soutien de la Fondation Total, mais on a encore baissé le prix des places, on a organisé que les moins de 28 ans puissent accéder aux places à moitié prix, on
On a fait beaucoup d'opérations, ce qui fait qu'on peut aller à l'Opéra Comique en payant sa place 3 €, ce qui commence à être accessible. Et donc, ça, c'était une chose. Mais enfin, ça ne suffisait pas. Il fallait aussi rencontrer d'autres gens. J'étais un peu blessé tout à l'heure parce qu'a dit M. Alain Kerlan, qui avait beaucoup entendu de gens qui disaient c'est nous la culture, et puis après tout, aller chercher ceux qui sont laissés au bord de la route, c'est bien de la condescendance. Non, c'est pas de la condescendance. D'abord, moi, j'ai pas entendu ça. J'ai entendu beaucoup d'humilité, beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations sur... je pense que c'est notre devoir, tout simplement, de penser à eux. Et c'est notre mission. Et moi, j'ai pas honte, quelquefois, de faire la voiture balai de l'éducation nationale. Je veux dire que... Et qui pourrait faire mieux, comme le disait Jacques Lang et comme Bernard le redisait tout à l'heure. Mais pour qu'on unisse nos forces, tout simplement. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer, juste après mon arrivée, Charles-Henri Philippi, que je veux citer, qui était à l'époque président de HSBC, et que j'ai convaincu de nous aider à ressusciter cette AMOC, cette association des amis et mécènes de l'Opéra Comique, qui était sans activité. Et on s'est très vite mis en contact avec, je crois, plus de 300 associations qui réunissent des autistes, des enfants, des jeunes sur le bord de la route, comme ça, un peu perdus, déscolarisés. Et on a voulu faire quelque chose d'un peu particulier. C'est-à-dire, plutôt que de les situer géographiquement et de dire bah, c'est très bien, on va envoyer des autocars à Cergy-Pontoise, on va les faire venir, on va les amener devant des œuvres auxquelles ils ne vont rien comprendre, ils vont être mêlés à des privilégiés un peu fortunés, parce que c'est un peu quand même ça, la pression qu'on a, en tout cas en France, en tout cas à Paris, c'est qu'on voit un peu des gens qui se prennent pour l'élite politique ou autre. Les gens bien, ils vont à l'opéra. Ils vont à l'opéra, ils prennent meilleure place, ils critiquent, ils ne connaissent pas toujours, mais enfin, ils sont là. Hein, et donc, il fallait absolument laisser la place aux autres. Pas beaucoup de temps. Vous me laissez une minute quand même. Alors, et donc, il fallait laisser la place à ces gens-là. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a demandé de faire un projet dans notre direction, plutôt que de les prendre pour des gens infirmes qu'on amène en autocar un peu de force devant une chose qu'ils ne comprennent pas. On leur a demandé de rêver, de faire des projets. On les a aidés à ça. Et j'ai constitué une équipe qui décide d'emporter une partie de ces projets. Et à partir du moment où on les porte, on les soutient financièrement, on les accompagne, on les aide à l'accomplir. Et ils aboutissent à l'Opéra Comique, quelquefois par un spectacle, quelquefois avec d'autres actions. Et ça, voilà, ça donne des résultats très fragiles, mais aussi très fort. Enfin, je pense à ces autistes qui sont venus chanter sur la scène de l'Opéra Comique. C'était un moment d'émotion un peu incomparable à Sabine Devielle quand elle chantait l'Acmé, mais très profondément touchant. Et pour reprendre ce que disait Bernard Faucrault, ça nous a apporté aussi énormément. C'est ce que j'allais vous demander. Quel effet c'est une question d'ailleurs aussi pour vous, Jean-Louis Guillaumont, et pour Myriam, c'est plus difficile parce que vous l'avez bien dit, vous n'avez pas de prise sur les institutions dans lesquelles vous intervenez. Quels sont les effets, au fond, peut-être sur votre programmation, sur votre travail artistique, sur la conception que vous vous faites de votre projet à l'intérieur? Qu'est-ce qui a bougé dans l'Opéra Comique au fil de ces projets, de ces dispositifs particuliers? On n'a pas fait ça, pour faire bouger la programmation de l'Opéra Comique, parce qu'elle a été pensée en intégrant tout ça. D'accord. Alors donc, simplement, ça existe, ça fait partie de la maison. C'est vrai que ça... On change l'atmosphère et c'est très important, mais c'est pas comme une activité, c'est pas comme un supplément d'âme, c'est pas comme une bonne action de travailleur social qu'on fait ça. C'est pas les bonnes œuvres. On fait ça, c'est complètement intégré. Alors c'est comme l'Académie avec ces jeunes chanteurs. Ils font partie de la maison, ils sont là, et cette action, elle est complètement intégrée à tout ce qu'on fait. Chez vous, Jean-Louis? Oui,
Nous sommes allés au-devant, je vais dire, de nos publics, puisque nous avons eu à constituer ces publics. Ils n'existaient pas, ils ne préexistaient pas par rapport à la naissance de ce lieu. Et donc, nous les avons, à travers des enquêtes, nous nous sommes adressés à eux et nous avons essayé de comprendre ce qu'étaient leurs attentes. Et nous leur avons proposé donc une programmation élargie et qui intègre bien sûr l'ensemble de ces attentes. Et les résultats aujourd'hui, les premiers résultats, au terme de 4 saisons, est tout à fait probant. Bien, mais on continuerait volontiers, on poursuivrait volontiers. Je pense que ce que vous avez dit, chacun dans des territoires très distincts, la ville, la ruralité, la campagne, l'univers de la prison, vous avez quand même évoqué quelque chose qui me paraît tout à fait important à l'époque qu'on vit, si j'ose dire, puisque vous avez parlé tout de même beaucoup d'ouverture, d'hybridation, de maillage, de brassage, et que très probablement l'avenir y compris l'éducation artistique et culturelle, passe sans doute par le fait que tous les corps constitués s'ouvrent, se défacent de leur peut-être par moment de leur enfermement, même symbolique, pour effectivement créer des circulations nouvelles et des brassages nouveaux. Oui, je voudrais dire que pour nous, le projet culturel de territoire, c'est-à-dire celui qui s'adresse à l'ensemble des acteurs, l'ensemble des publics, est un élément extrêmement fédérateur. C'est celui, en tous les cas, qui nous a permis de construire la cohérence de nos territoires au sein du pays du Val d'Adour, qui est le territoire dans lequel nous évoluons. Les différents acteurs ont appris à se découvrir. Les acteurs culturels, bien évidemment, que nous avons mis en avant, mais également tous les acteurs politiques, au sens large du terme, ont compris, je veux dire, l'importance qu'avait la culture au sein de nos territoires. Et ce n'est pas une mince victoire, je vais dire, que d'avoir pu imposer en quelque sorte ce nouveau mode de fonctionnement. Oui. Moi, je voudrais juste ajouter qu'un pont entre deux mondes, en fait, un pont se franchit dans les deux sens. Et je ne sais pas dans quel sens apporte le plus. Merci beaucoup pour cette conclusion. Myriam, je vous remercie pour votre contribution. Restez bien là, puisque nous allons maintenant avoir un temps d'échange où vous pourrez encore ajouter ou répondre, ou oui, faire des compléments utiles. Mais j'appelle alors à nous rejoindre les intervenants de ce matin. Donc Diane Dufour, si elle veut bien nous rejoindre, puisque Alain Kerlan n'est plus là. Et je laisse très volontiers ma place à Hélène Devinck, qui va modérer ce débat. Et on va demander à Carole Diamant et Bernard Foucroul aussi de venir prendre place. Voilà, ils sont tous là, ils sont à vous. Je vais me passer un petit peu, puisque c'est vous qui allez leur poser des questions. Il y avait beaucoup de sujets abordés ce matin, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie, aussi beaucoup d'intelligence dans tout ce qui a été dit. Donc, vous connaissez le principe maintenant, puisque nous sommes ensemble depuis hier. Vous levez la main et un micro va s'approcher de vous. Alors, si vous êtes en train de méditer vos questions, moi j'en avais quelques-unes. J'en avais une à Diane Dufour, parce que quand vous nous avez raconté l'histoire de Reuters et de ces images qui arrivent et qu'il faut trier, dont il faut s'assurer de l'authenticité, je voulais dire une chose d'abord, c'est que dans le métier des journalistes, quand on fait les commentaires, quand on écrit les papiers, etc., on peut toujours aller au bar de l'hôtel, boire un coup et avoir des infos. Quand on est photographe ou caméraman, il faut aller au front. Parce que pour faire la photo, il faut être là où ça se passe. Et donc, ce sont eux qui prennent le plus de risques. Ce sont eux qui vont le plus loin pour nous raconter l'information et l'actualité. Alors après, vous nous avez dit que pour les jeunes à qui vous avez affaire, le bidonnage de l'image était quelque chose de très classique, de très normal. Et donc, c'est vrai, comment on sait qu'une image n'est pas bidonnée? C'est une question que je me pose souvent. Vous voulez dire techniquement? Oui, vous nous avez dit qu'il y avait quelqu'un chez Reuters qui était là pour s'assurer que c'était du vrai. Oui, ils ont mis en place un certain nombre de ce qu'ils appellent je sais plus, des procédures de défiltration. Je ne sais plus le terme utilisé. C'est-à-dire qu'en gros, ils s'assurent techniquement qu'ils vérifient que des filtres qui correspondent à des modifications de l'image n'aient pas été imposés. Mais vous savez, cette histoire de présence
de celui qui prend la photographie, c'est quelque chose... Excusez-moi, je me tiens mal parce que j'ai un lumbago en fait, et donc je ne sais pas comment me tenir, j'ai mal partout. Si vous voulez vous lever, mettez-vous... oui, si ça vous embête pas, je me lève, j'ai très mal. Allez-y, mettez-vous au pupitre, vous serez très bien. Ça fait mais bizarre, prenez place au pupitre, comme ça fera un peu... non, je ne suis pas doctorale. Donc cette idée de la présence du photographe qui atteste de... Une image n'a pas besoin d'être bidonnée pour ne pas être vraie. Si vous voulez, c'est compliqué, c'est pas quelque chose qu'on peut dire comme ça dans cette circonstance, mais il faut venir au bal pour comprendre toutes ces subtilités ou lire tous les auteurs qui ont pu travailler dessus, ou tous les artistes qui ont réfléchi, ou tous les pédagogues, tous les philosophes, tous les sociologues, tous les anthropologues. Mais une image, c'est déjà, si vous voulez, c'est comme un mot, c'est-à-dire un mot n'est pas vrai en soi, une image n'est pas vraie en soi. Elle atteste juste d'une présence, de la même façon qu'un mot atteste d'une plume ou d'une touche d'ordinateur qui l'a écrite, mais c'est tout. Et si vous voulez, c'est le début de quelque chose, mais le XXe siècle a prouvé que beaucoup d'images. Et qu'est-ce que la vérité? Enfin, vous voyez, c'est des débats, je ne peux pas rentrer là-dedans, c'est gigantesque comme question. Donc on essaye de faire que les jeunes se posent les bonnes questions. On n'essaie pas, si vous voulez, de donner des réponses. On essaie de modifier leur attitude et qu'ils se disent... Qu'est-ce qu'on essaye de me dire? Qu'est-ce qu'on essaye de me faire passer comme message? Est-ce que je le reçois? Comment je le reçois? Est-ce qu'il m'est destiné ou est-ce qu'il ne m'était pas destiné? Voilà, si vous voulez, l'image est à la fois... Je raconte souvent cette anecdote parce que pour moi, elle est fondatrice de cet officier nazi qui visitait l'atelier de Picasso pendant la guerre. Rue des Grands Augustins, et l'officier nazi arrive et dit à Picasso, en voyant Guernica, c'est vous qui avez fait ça? Et Picasso lui répond, non, c'est vous. Et si vous voulez, l'image, c'est l'image, tout type d'image, c'est à la fois celui qui la regarde, celui qui la fabrique, et puis celui qui est représenté dans l'image, qui n'est pas exempt d'avoir été là. Et donc, si vous voulez, voilà. Approchez-vous du public. Non, je ça souffre va, pour voilà, vous, mais ça va, voilà, je mettez un coup dessus. C'est bon, merci beaucoup. Nicolas Bianco, donc, pour ceux qui n'étaient pas là hier, qui est un pianiste, compositeur un musicien. Et donc, oui, en fait, vous avez commencé à apporter la réponse à ma question au moment où j'allais vous la poser. Donc, vous nous avez décrit... cette rencontre avec les enfants, tout ce travail de maïeutique pour leur faire accoucher de ces petits miracles qu'on collecte. Après, vous nous avez parlé de votre ancrage dans cette époque de l'image avec les tours jumelles, les décapitations, et cette nécessité de décrypter ces images qui sont un outil de propagande, de toute leur iconographie. Et donc moi je voulais savoir justement dans ce parcours, parce que depuis hier on évoque, on passe chaque fois sur cette question du choix des œuvres, du choix des répertoires. Et dans ce parcours, comment est-ce qu'on fait appel à la généalogie? Et M. Kerlan l'a abordé en nous montrant ce Fra Angelico, les images, et en nous décrivant cette image qui a une distanciation. Et justement, j'étais aussi sur le propos de Picasso qui dit « L'art est un mensonge qui sert à dire la vérité ». Parce que la violence des tours jumelles, les décapitations, alors il y a Guernica, il y a la décapitation, il y a Fra Angelico, il y a Paolo Uccello, M. Kerlan parlait de Florence, et donc ces images de barbarie, malheureusement, qui parcourent l'histoire. Est-ce que vous pensez qu'il faut faire appel dans ce travail pédagogique à toutes ces images-là? Alors, ou est-ce qu'il faut... Parce qu'on parlait du rapport vierge de l'enfant par rapport à toutes ces images. Est-ce qu'il faut le nourrir? Nicolas, c'est peut-être pas une question uniquement pour Diane, parce que je pense que tout le monde ici peut avoir une idée. Quel rapport au répertoire et à la généalogie, l'histoire de l'image, l'histoire de la musique? Est-ce qu'il faut avoir une référence par rapport à ça? Ou comme on est à la recherche de ces miracles de créativité, est-ce qu'il faut laisser l'enfant vierge de tous ces répertoires? Ou est-ce qu'il y a une préparation préalable?
Non, mais si vous voulez, quelqu'un a dit tout à l'heure, chacun son rôle. Donc, nous, notre rôle est un rôle de, si vous voulez, d'empêcheur de penser en rond. Donc, on leur dit, on vous donne quelque chose qui est une image. Quelle est cette image? C'est une image publicitaire? Oui, non. C'est une image de l'histoire de l'art? Oui, non. C'est une image religieuse? Oui, non. C'est une image... Oui, déjà, une image, c'est pas en soi, c'est qu'est-ce que cette image? Il y a déjà elle a une intention, cette image, elle a un public, elle a quelque chose à dire. Donc déjà, si vous voulez, il y a déjà se poser ce type de questions, c'est déjà résoudre un certain nombre de choses ou d'éveiller un certain nombre de raisonnements chez l'enfant. Maintenant, la question que vous posez, c'est est-ce que la généalogie, c'est-à-dire en gros, par exemple, connaître la représentation de l'histoire du XXe siècle, voilà, ou connaître l'histoire de l'art, aide à réfléchir. Oui, mais si vous voulez, c'est pas notre rôle, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'éducation nationale, il y a quelque chose qui s'appelle les parents, il y a quelque chose qui s'appelle le goût des enfants pour aller regarder des livres d'histoire ou regarder... si vous voulez, on n'est pas seul au monde, et puis on ne comble pas un déficit, c'est pas du tout ça l'idée. Non, mais pas du tout, mais vous Non, présentiez... mais on va élargir le débat, Nicolas, sinon vous allez rester entre vous deux. Le problème de l'image comme étant un problème du XXe siècle, quoi. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre? C'était plus mon parcours personnel que j'essayais d'expliquer. Mais non, vous avez... excusez-moi, j'avais pas du tout compris. Non, là j'expliquais que moi, ma réflexion, elle était ancrée dans ce que vous voyez, dans ce siècle qui, pour moi, est un siècle d'une évolution par rapport à l'image démente. Mais bien sûr que l'image en tant que représentation, oui, voilà, c'est quelque chose de tout temps. Et donc, pour bien comprendre, il faudrait comprendre les enjeux de l'histoire de l'art, de l'histoire de représentation, de l'histoire politique. Vous voyez, c'est quelque chose de... Est-ce que l'un d'entre vous a quelque chose à ajouter sur cette question? Après, on va prendre une autre. Moi, je veux juste faire une petite recommandation à propos d'images et du contact avec les œuvres d'art et du patrimoine, et qu'on a évoqué aussi beaucoup hier. C'est une petite recommandation, c'est d'aller voir le film de Frédéric Wiseman qui s'appelle National Gallery, et où, d'abord, c'est une leçon admirable des artisans sublimes qui se posent la question sur la façon de s'adresser au public d'un bout à l'autre, avec une ferveur incroyable, des compétences inouïes et aucune condescendance. Alors c'est dommage, Alain Carléan a dû partir, et je crois que cette phrase a fait quand même du chemin. Elle a percé peut-être d'une autre façon. Une question là. Alors, d'abord peut-être... Oui. Constance, qui a le micro. En fait, j'aimerais revenir sur la plénière qui portait sur le lien social. On a parlé des fractures qui existaient entre les milieux, les espaces. Il y a des fractures générationnelles aussi. Et il me semble qu'au Festival d'Aix, M. Frockroul, vous avez introduit cette question d'intergénérationnalité. Je voulais savoir pourquoi vous avez fait ce choix et quelles sont les différences ou les changements que ces programmes vous semblent apporter aux jeunes, mais aussi aux moins jeunes. Je crois que cette question elle a été abordée plusieurs fois hier et effectivement aujourd'hui. Donc, il y a un certain nombre de projets que nous menons sur le terrain scolaire en essayant d'impliquer les parents, comme c'était le cas à Gardanne, dans ce projet-là spécifique. Mais il y a d'autres projets aussi où des parents ou des grands-parents peuvent être impliqués d'une manière ou d'une autre. Et il y a également des projets qui ne se déroulent pas sur le terrain scolaire, plutôt dans le monde associatif, dans certains quartiers, etc., qui vont travailler la dimension intergénérationnelle. Et je pense que hier, on a eu un certain nombre de commentaires très précis sur la force de ces projets-là, notamment la force des projets où les enfants reviennent au spectacle, sont demandeurs, entraînent la famille. Et donc, on n'est plus du tout dans une sorte de transmission des plus âgés et des plus connaissants vers l'autre bout de la chaîne, mais dans un processus beaucoup plus interactif. Et il me semble que la dimension intergénérationnelle, elle est vraiment porteuse de cela. Oui, donc Florent Troquenay-Lopez, j'enseigne la littérature et le cinéma
au lycée Georges Brassens à Évry-Courcouronnes. Je voulais revenir en fait sur une question qui a été un peu le serpent de mer de nos échanges, parce qu'elle a traversé finalement ces deux journées. Et elle a beaucoup émergé d'ailleurs ce matin dans les débats, la question de la culture et de l'attitude éventuellement condescendante qu'on peut avoir dans le cadre de projets culturels qui sont menés. Mon propos sera un peu une interpellation à laquelle tous les intervenants évidemment peuvent répondre, mais il me semble que le problème n'a pas été très bien posé parce qu'il l'est de façon un peu générale. Dans mon établissement qui est situé donc dans une zone d'urbanisation sensible, on accueille effectivement des publics qui semblent concernés par les propos qui ont été tenus, ces notions d'éloignement par rapport à la culture, etc. Or, je pense qu'on a posé le problème de façon un peu trop générale, et les généralisations sont toujours évidemment erronées, surtout en ce qui concerne la culture. Je pense que parmi les élèves de nos quartiers, on a plusieurs cas de figure qui se présentent en réalité. Tous sont, si on veut, dans des familles socio-économiquement défavorisées. Mais leur rapport à la culture peut être très différent. Oui, c'est-à-dire en fait, voilà, moi c'est par rapport aussi à ma pratique d'enseignement du cinéma que la question s'est posée, de savoir comment on pouvait ouvrir l'accès à la culture à nos élèves. En fait, il me semble que certains de nos élèves, par exemple, on n'a que des élèves qui sont des primo-arrivants, en fait, et qui ont encore un lien très fort avec leur culture d'origine. Et ça, ce sont des élèves avec qui l'interlocution est immédiate, en fait, dans le cadre de la pratique qu'on peut conduire en classe, voilà. Et en même temps, à l'inverse, on a des élèves qui sont, eux, véritablement éloignés de toute forme de culture et fermés à la culture. Et je pense que... Alors moi, la question que je poserais, et c'est vrai qu'elle a déjà été un petit peu évoquée par Carole Diamant tout à l'heure, c'est par rapport à ce sentiment de blocage qu'on peut avoir par rapport à certains élèves, cette attitude d'ennui ou de refus de toute forme de culture, quels sont les moyens, justement, qui peuvent être mis en œuvre par à la fois les intervenants artistiques, mais aussi pédagogiques. Oui, je comprends très bien ce que vous dites, parce que ça prend des proportions qui deviennent inquiétantes et ennuyeuses. C'est bien ça que j'essayais de dire. On parle toujours trop vite et puis on n'a pas beaucoup de temps, il faut qu'on parle tous, mais bien ça que j'essayais de dire. En fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que vous posez comme question. Qu'est-ce qu'on fait quand on a devant soi une classe ou un certain nombre d'élèves dans la classe qui refusent par principe le discours du professeur? C'est bien ce que vous dites, j'ai bien compris. Donc évidemment, c'est ça mon angle. J'ai pas un angle général, moi, sur la question de la culture. C'est qu'est-ce qu'on fait devant ce sujet-là. Alors, on peut faire beaucoup de choses différentes. Ici, on est dans une réflexion autour de l'art d'apprendre et apprendre par l'art. Et il m'a semblé que l'art était un excellent vecteur pour arriver à passer jusqu'à l'esprit de ces enfants. Parce que c'est quand même ça la question, c'est quand même comment et pourquoi ils refusent. Alors vous disiez certains sont attachés à leur culture d'origine, bravo si vous avez ça. Moi ce que je voyais surtout c'est que leur culture d'origine ils l'ignorent autant qu'ils ignorent la culture d'arrivée. Et ça c'est plus difficile pour nous. Et c'est la raison pour laquelle l'art, et là moi ça touche exactement ce qui m'est venu en tête quand j'ai vu le titre de ce colloque, l'art est un excellent vecteur parce que il va parler à côté. Il va parler à côté de ce que dit la raison, qui le dit toujours de manière impérative, qu'il s'agisse de la raison occidentale que nous développons dans nos classes, qu'il s'agisse d'une raison pour d'autres cultures, alors que ce soit exactement la même raison rationnelle ou que ce soit une raison appuyée sur le magico-religieux, tout ce qu'on voudra, les cultures de chacun. Dans tous les cas, la raison, du moins l'enseignement, dit le vrai. L'art ne dit pas le vrai ni le faux. C'est pour ça, alors il y aurait peut-être d'autres moyens, mais l'art est un excellent moyen parce que c'est un vecteur de sensibilité. Et ça veut dire qu'à un moment donné, on déplace le problème. Parce que soit vous vous mettez en frontal devant vos élèves, et à ce moment-là, c'est un refus absolu pour vous en donner aux gens qui ne sont pas très ouverts à ces questions, qui n'ont pas entendu ces questions. Je vous donne l'exemple le plus imbécile que j'ai pu entendre dans ma vie. Un élève de collège, 5e ou je sais pas, 4e, je ne me souviens plus de la classe, mais collège, et qui disait « je ne ferai pas les additions ». Ah bon, pourquoi tu ne vas pas faire les... Parce qu'une addition, c'est une croix. Et moi, je ne crois pas au Christ.
C'est le meilleur exemple, parce qu'il est d'une absurdité enfantine. Et moi, je pense, derrière tout ça, que les enfants s'amusent avec nous, hein, quand ils disent des choses comme ça. Mais donc, quel que soit votre discours, quel que soit le discours du professeur, s'il est dans l'axe de ce qui est refusable, de ce qui est rejetable, de ce qui est opposable, ben, il peut se mettre sur la tête. Et ni Darwin, et ni Dieu, s'il a un rapport avec le Christ, tout ça ne marchera pas. En revanche, et donc, on est des ennemis. En fait, c'est ça la question. Comment on fait pour ne plus être l'ennemi de nos élèves? Et si on regarde du côté de l'art, alors la musique, je vous entendais parler de l'image avec délice. La musique, ça a quelque chose de formidable. C'est que réellement, c'est très difficile de s'en défendre. Ça pénètre par les oreilles et on est coincé parce que ça parle au corps, comme on l'a dit. Alors là, 1000 fois, hein, ce sentiment, cette émotion esthétique. Donc, c'est très difficile de se défendre de la musique. Et je donnerai juste très, très rapidement cet exemple. J'ai très peu préparé Parsifal, mais j'avais fait venir tout de même un violoniste dans la classe, qui m'avait poussé sur le côté d'ailleurs, il ne fallait pas que le prof soit trop visible, qui avait pris les élèves et qui leur avait montré avec le violon comment il était capable de les maîtriser totalement, l'image et la domination, en jouant certaines notes. Et alors il a généré des sentiments, ce qui est exactement ce que Nietzsche voulait dire dans son texte, donc ça m'allait très bien. Il a généré des sentiments. Il a généré de la joie, il a généré une émotion qui nous fait pleurer, il a généré sans doute aussi de l'indifférence sur d'autres trucs. Bon, et là, il n'est plus un violoniste occidental ou pas occidental, à boule zéro, il avait un costume d'Indien, bon, il n'est plus rien de tout ça. L'enfant, l'adolescent est touché comme un homme. Et c'est pour ça que je disais qu'on n'était pas en désaccord. C'est parce que le travail qui est fait, c'est un travail... C'est terrible ce que vous énoncez et que j'ai voulu dire un peu rapidement. C'est-à-dire comment on fait quand on a des classes qui s'opposent. Il faut bien qu'on arrive à établir un dialogue. C'est-à-dire un moment où on peut se regarder comme des semblables. Et quand on tient ça, et l'art est un vecteur magnifique, image ou musique, je conseille vivement la musique parce qu'on peut encore fermer les yeux, fermer les oreilles, c'est très compliqué, il faut acheter les boules de caisse. Et donc, quand on tient ça et qu'on a établi le lien, après, on peut doucement recommencer à enseigner. Voilà ce que je voulais dire. Alors, il nous reste moins de 10 minutes, je voudrais qu'on prenne encore 2 questions, donc je vais vous demander d'essayer d'être bref pour qu'on puisse... Bonjour, déjà Solène Dumont de l'Opéra Théâtre de Metz Métropole. C'est une question qui s'adresse plutôt aux représentants en fait, des structures culturelles qui sont là. Juste vous livrer une réflexion que j'ai en citant Jean-Marie Leclésio, en vous demandant de bien vouloir réagir dessus, qui est coexister, c'est peut-être comprendre ce qui offense l'autre. Et voilà, en tant qu'acteur culturel, voilà, j'aurais souhaité avoir votre avis là-dessus. Alors peut-être qu'on pourrait commencer par Myriam, parce que cette question se pose dans les prisons, de façon très, très vive, très exacerbée. Non, coexister. Pardon ? Est-ce que vous pouvez répéter la phrase de Leclésio ? Coexister, c'est d'abord comprendre l'autre. C'est peut-être comprendre ce qui offense l'autre. Alors, oui, enfin, c'est difficile de répondre à cette question, mais je dirais non enfin oui, non. Parce que tout simplement, les ateliers en prison se passent vraiment très très bien. Et peut-être une autre chose, donc on fait les ateliers de chant et alors on fait également venir des formations donc de l'orchestre en prison. Et là, ce qui est remarquable, et on revient avec le pont qui se traverse dans les deux sens, c'est que pour les musiciens, c'est aussi la rencontre avec un public qu'ils ne connaissent pas, avec lequel ils ne sont pas du tout habitués. Et cette rencontre-là est extraordinaire, et elle est extraordinaire dans les deux sens, parce que les musiciens voient un public sur lequel ils ont évidemment les mêmes préjugés que peuvent l'avoir tout le monde qui n'est pas habitué au monde carcéral. Et les détenus ont le même préjugé en se disant est-ce que c'est vraiment pour nous, est-ce que cette musique-là va nous apporter quelque chose. Et finalement, il y a un miracle qui se passe tout simplement parce que les musiciens interprètent la musique de la même manière dont ils interprètent à la monnaie même, avec le public du théâtre.
Et donc, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Et juste pour donner une petite anecdote, par exemple, on donne toujours un programme, évidemment, aux détenus quand il y a un concert. Et à la fin, en fait, tout le monde vient chez les musiciens pour demander de signer le programme. Et une fille, un jour, nous a dit « Ça, je vais envoyer à mon papa. Comme ça, il voit ce que j'ai eu. » Et donc, il y a une énorme fierté. Et ça crée aussi des liens entre les musiciens de l'orchestre. Jérôme Deschamps, vous voulez rajouter quelque chose? Un petit mot, parce que j'ai eu une expérience aussi en prison avec la troupe qui faisait des chiens qui étaient très désirés. Mais et donc on a fait des projections, on a rencontré les détenus, c'était dans une prison centrale à Rennes pour les longues peines. Et si on peut dire faire coexister ce moment qu'on faisait avec ce qui offense l'autre, nous, on n'a pas eu de mal à identifier ceux qui offensaient l'autre, les détenus. C'est le système. Le système est épouvantable. Il méprise totalement les détenus. Il les ignore. On était en face de femmes. Il y a 70% d'infanticides. On sentait que on voyait dans les yeux de ces femmes qu'elles n'avaient jamais compris pourquoi c'était mal ce qu'elles avaient fait. Personne ne s'était chargé de le leur expliquer. Et on a bien vu comment c'était difficile nous d'exister en face d'eux, c'est-à-dire il y avait les gardiens qui laissaient la porte ouverte sur l'écran, ce qui fait qu'il y avait la lumière sur la moitié de l'écran, puis ils remuaient des clés pendant la projection, alors tout le temps. Alors j'ai dit bon, alors on arrête, ou on le fait bien, ou elle le mérite, nous on le pense, vous devriez le penser, donc on va le faire bien. Puis on a fait, puis on est revenu quelque temps après pour faire une chose du même tonneau, et là c'était bourré de flics. Vous savez, la salle il y avait 30 flics dans la salle. Alors bon, j'obtiens quand même un peu le silence, puis je m'inquiète, je dis qu'est-ce qui se passe? Alors là, pourquoi il y a tant de monde? Alors personne ne me parlait, puis finalement j'ai vu un aumônier qui était là, qui m'a dit mais il s'est passé quelque chose d'horriblement grave. Ah bon? J'ai dit c'est quoi? Il me dit c'est terrible, on a surpris pendant la promenade, le début d'une histoire d'amour entre deux femmes. Alors on a fait venir tout de suite les flics de Paris parce que ça c'est grave. Le système est atroce. Donc il y a peut-être une marge de progrès à trouver dans l'éducation nationale, mais alors dans les prisons, et les prisons françaises, elle est grande. Bernard Faucroul. Donc, très brièvement, la question me permet de répondre un tout petit peu par le biais sur la question de la coexistence et de l'offense. J'ai peut-être donné le sentiment tout à l'heure d'offenser l'éducation nationale, ça n'était pas du tout mon but, et certainement pas d'offenser ceux qui, au sein de l'éducation nationale, travaillent à renforcer la place de l'art et de la culture. Et je pense que nous sommes sur ce plan-là des alliés, mais j'ai le sentiment qu'on est des alliés dans une résistance. Et que, effectivement, l'appel que je lançais, un peu provoquant, je le reconnais, c'est de faire en sorte que le travail que nous portons les uns et les autres, et ça, c'est pas de la coexistence, c'est vraiment une sorte d'alliance qui doit se renforcer, que notre travail serait plus efficace si du politique à l'ensemble de la grande machine de l'éducation nationale et de la culture, qui ont souvent des discours communs, mais qui ne sont pas très ensemble, pas très en phase sur le terrain, si on arrivait effectivement à passer une étape positive. On arrive au terme de ce colloque. Avant, je vois qu'il y a encore d'autres questions, mais là vraiment on n'a pas le temps. Je voudrais qu'on fasse un dernier petit tour de table. Alors c'est pas un piège, soyez tranquille. Je voudrais vous demander à chacun si vous aviez les clés pour sortir des injonctions. Voilà, ça marche, ça marche pas, etc. Si vous aviez les clés du ministère que vous voulez, celui de la culture, celui de l'éducation. Qu'est-ce que vous feriez comme première mesure? Alors moi, c'est très simple. Si j'étais, moi, ministre de l'Éducation nationale, je proposerais à chaque école, chaque collège, chaque lycée, un artiste en résidence. Un artiste associé à l'école sur une période plus ou moins longue, d'1 an, 2 ans, 3 ans. Carole Diamant. Alors, moi, ministre de l'Éducation nationale, j'exigerais à la TRIC que les professeurs enseignent, enfin qu'ils aient comme visée, il faudrait déjà que je sois claire pour que ça marche, qu'ils visent d'abord, peut-être presque exclusivement, le plaisir d'apprendre.
Alors, moi, j'aurais essayé de faire à peu près la même chose, Attends, mais sans la trique. D'abord, vous voulez l'éducation nationale ou la culture? Oh bah les deux. C'est plus simple. Monsieur Guillemot? Oui, moi, en tant qu'ancien principal de collège, ce serait bien évidemment que dans le projet d'établissement puisse siéger... Donc vous prenez l'éducation nationale aussi, hein? Oui, oui, bien sûr. La culture a peu de succès quand même. Non, mais c'est là que les choses peuvent se faire aussi. Non, je crois que ce serait qu'au sein du projet d'établissement, il y ait suffisamment de représentants, effectivement, de monde de la culture, c'est-à-dire des artistes, peut-être en résidence, mais des artistes qui soient présents au cœur du projet d'établissement et qui le fassent vivre et rayonner. Ce serait important. Et moi, ce serait simplement demander qu'on ne réduise pas les subventions liées à l'enseignement et à la culture en temps de crise. C'est au contraire les seules subventions qu'il faudrait augmenter quand il y a une crise économique telle que nous la connaissons. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça me déboussole complètement parce que je pense que la responsabilité politique dans notre pays est devenue une responsabilité de communication événementielle. C'est-à-dire que moi, ce qui m'atteint le plus dans l'action politique, c'est son côté éphémère. Et donc moi, je veux bien prendre tous les postes si on me dit que j'ai 10 ans devant moi. Mais pas 6 mois. Mais pas 6 mois, mais pas 2 ans, mais pas l'élection territoriale, mais pas l'élection européenne, mais pas les problèmes de parti, mais pas... Voilà. Vous êtes très très forte en politique, Diane. Je pense que c'est la pérennité qui compte. Merci à tous pour la richesse de vos débats, même de vos enseignements parfois. C'est l'heure de la conclusion et pour ça, je vais appeler Françoise Moulin-Civil, qui est rectrice de l'Académie de Lyon et chancelière des universités, Catherine Ferrand, bien sûr que vous avez vu hier, qui est la directrice de la Fondation Total, et Serge Dorny, qui nous reçoit ici dans l'Opéra de Lyon.